Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 29 octobre 2025, il est 21h à Jérusalem et vous regardez le débat i24 News. Ce soir, nous parlerons du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, de l'émigration de Gazaouis vers la France, du député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, de la Syrie et de la Croix-Rouge. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente émission. Quels débatteurs enflammeront ce beau plateau ce soir? Bonsoir Nathanaël Slama. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes membre de l'association Dor Anitzachon, réserviste pour la victoire. Je suis sûr que nos téléspectateurs ont hâte de vous entendre sur la situation actuelle dans la bande de Gaza. Et en face de vous, monsieur mercredi soir, bonsoir. Bonsoir Amir Badran, avocat et conseiller municipal de Tel Aviv-Yafo. Vous avez un nouveau camarade, au sens camarade militant du terme, si voilà, on me voit serrer le poing, Amir Badran rigole. Voilà, c'est ça. C'est pour votre camarade à Paris. Vous allez voir, vous n'allez pas être seul. Bonsoir Raphaël Assouline. Bonsoir Raphaël, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la famille des débatteurs sur i24 News. Vous êtes un militant antiraciste. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation? Derrière le terme antiraciste, militant je mets antiraciste. toutes les luttes pour l'égalité. Oui, alors c'est agir et lutter d'abord contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme qui sévissent notamment en France et partout dans le monde. Et à vos côtés, la meilleure pour la fin, veuillez m'excuser, messieurs. J'ai le plaisir d'accueillir Rachel Bourlier. Tout va bien, Rachel? Mais merci, mais oui, quand je suis avec vous, moi, ça va très très bien. Est-ce que vous êtes... Il est charmant. Hein. Bon, alors, il est malheureusement, il m'a dit très très à gauche quand il s'est présenté à moi. Je lui ai dit, bon, personne n'est parfait, mais je suis ravie d'en rencontrer. Hein. Mais oui, mais il est charmant. Rachel, est-ce que vous vous êtes remise de cette défaite du FC Barcelone contre le Real Madrid? Ah non, je suis en PLS, ça va pas du tout. Mais bon, on n'avait pas Rafinha, on n'avait pas Lewandowski et Lamine Yamal est encore blessé. Vous savez à quel point j'aime cette équipe, mais on va revenir en force. Vous savez que vous avez à côté de vous un fan du Paris Saint-Germain. Donc pendant les 4 minutes de pub, vous pourrez un peu parler football. Je pense qu'il maîtrise très bien son sujet, Raphaël Assouline. Quelle catastrophe! Il a vraiment que des défauts, ce garçon. Hein. Va falloir qu'on fasse son éducation. Hein. Mais on a un point commun, lui et moi. Voilà. Le PSG, eh oui, malheureusement. Mais on va en parler tous les deux hors antenne ensuite. On en parlera. Mais vous avez Luis Enrique, ça va. Ah, voilà. Ah, vous trouvez des choses à dire de positif sur le Paris Saint-Germain. C'est super. C'est le meilleur entraîneur du monde. On est d'accord. Et voilà, les présentations sont faites. Place maintenant au premier débat de l'émission. Et pour introduire parfaitement ce débat, je vous propose de prendre la direction du sud d'Israël. Stéphane Goldin nous attend à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Bonsoir Stéphane, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé des derniers événements dans la bande de Gaza au cours de ces dernières heures? Bonsoir Raphaël, écoutez, nous sommes face à un cessez-le-feu qui est très précaire puisque ce cessez-le-feu a repris ce matin à 10h du matin après des bombardements qui ont eu lieu toute la nuit suite à la mort la mort d'un soldat israélien, Efi Feldbaum, qui a été tué hier par le Hamas vers 15h dans la bande de Gaza du côté de Rafah. Et je peux vous dire que ce cessez-le-feu est très précaire puisqu'il y a à peu près 2-3 heures, les forces de défense israéliennes et l'armée de l'air israélienne a bombardé du côté de Beth Laïa, qui se situe dans le nord de la bande de Gaza, tout un entrepôt où il y avait des armes. Ces armes étaient destinées à mener des attentats contre les forces israéliennes. Et donc on voit très bien que le Hamas continue à mettre à mal l'accord de paix qui a été signé il y a un peu plus de 15 jours. On le voit quotidiennement puisque le Hamas continue à mener des opérations
sur la ligne jaune, et cette ligne jaune, elle n'est pas imaginaire, elle existe avec des véritables blocs de béton peints en jaune, et elle essaye de contourner aussi cette ligne jaune. On a vu qu'il y a déjà 2 semaines, il y avait déjà eu 2 soldats de tués. On voit tous les jours des attaques qui sont faites contre les forces israéliennes. Hier encore, il y a eu des tirs contre les forces israéliennes. Ce matin, il y a eu encore des tirs à l'arme lourde et également aux lance-missiles contre des voitures israéliennes. Donc on voit très bien que le Hamas fait tout pour mettre à mal cet accord. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce qu'il faut savoir que déjà dès 2014, quand on regarde un petit peu l'histoire, Hadar Goldin, dont le corps est toujours dans la bande de Gaza, avait été kidnappé au moment du cessez-le-feu de l'opération Bordure Protectrice. Donc on voit très bien que dans le fond, le Hamas peut-être a une prime ou reçoit une prime au moment des cessez-le-feu, puisque dans le fond, il peut continuer libre à lui de faire toutes ces opérations, puisque personne dans le fond concrètement ne lui dit rien, et il peut continuer à mener ses opérations, et le monde entier le regarde ça avec, je dirais, non pas satisfaction, mais en tout cas ne dit rien. Merci beaucoup Stéphane Goldin, on vous retrouve évidemment dans nos prochaines éditions. Rachel Bourlier, je commence avec vous. On va prendre un peu de recul et on va analyser le fait que les États-Unis ont appuyé la décision israélienne de riposter aux violations du cessez-le-feu par le Hamas. Est-ce que ça vous rassure, cette liberté d'action qu'a Tsahal alors qu'on est en plein cessez-le-feu? Ah oui, bah oui, et heureusement d'ailleurs. Et alors il n'y a pas que les États-Unis, il y a le Premier ministre du Qatar qui lui aussi a reconnu à Israël le droit de riposter. Mais on a un peu le sentiment, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, c'est qui va enfin dire au Hamas, maintenant ça suffit, parce qu'on se rend bien compte que le Hamas est en train d'essayer de provoquer, de pousser à bout Israël. Et on se demande même s'il provoque plus Israël ou Donald Trump. Mais heureusement, comme vous venez de le dire, Donald Trump est là et il n'est pas dupe. Personne n'est dupe d'ailleurs du Hamas. Et on sait très bien quel est l'intérêt du Hamas, c'est d'essayer de faire capoter eh bien ce cessez-le-feu et de cet accord en fait. Donc heureusement Israël eh bien pour l'instant peut a les mains libres et on voit bien ils ont pu frapper, cibler les terroristes et ensuite eh bien respecter à nouveau le cessez-le-feu, mais on va voir ce qui va se passer dans quelques temps. Malheureusement, je suis assez pessimiste. Je pense que cet accord ne va pas durer parce que le Hamas n'a pas envie de rendre les armes et ça ne durera pas, même si les Israéliens ont envie que ça marche, les Palestiniens eux aussi, mais le Hamas n'a pas envie de rendre les armes. Raphaël Assouline, ce cessez-le-feu, il ressemble finalement au cessez-le-feu qui est en cours entre Israël et le Hezbollah au Liban. Tsahal a tout de même une liberté d'action pour contrer les agissements des groupes terroristes. Oui, écoutez, moi j'ai pas de recommandations ou de solutions à vous apporter ou d'analyse géopolitique. Je considère qu'il n'y a aucune solution militaire aujourd'hui, après 2 ans de dévastation à Gaza, de plusieurs fronts ouverts de part et d'autre. Aucune solution militaire n'est à envier aujourd'hui. Il n'y a que des solutions politiques. Je suis évidemment pour que ce cessez-le-feu soit respecté de part et d'autre et que enfin les populations civiles à Gaza puissent se reconstruire. Enfin Gaza et la population puissent ne plus vivre au rythme des bombes. Et pour ça, il faut que le cessez-le-feu soit respecté de part et d'autre et qu'aucune provocation ne permette à chacun de remettre une pièce dans l'engrenage mortifère et dévastateur. Nathanaël Slama, quelle est la différence concrète sur le terrain entre la situation actuelle et la situation qui a précédé la signature du cessez-le-feu? C'est-à-dire que sur les dernières semaines avant le cessez-le-feu, il n'y avait pas de grande opération de Tsahal, c'était des opérations comme ça, sporadiques. Non.
Alors, quelle est la différence? On avait trois divisions à l'intérieur de allez-y, expliquez-nous quelle est la différence entre la situation actuelle et la situation avant la signature du cessez-le-feu. La première différence, déjà, c'est que les otages vivants sont en Israël maintenant. Bien sûr. On a fait une pression énorme sur le Hamas. Ce n'est pas seulement Israël qui fait la pression sur le Hamas, ni les États-Unis. C'est aussi le Qatar et la Turquie, l'Arabie Saoudite qui veut maintenant mettre sa pièce dans la machine. Et qu'en fait, aujourd'hui, le Hamas est sous pression aussi du Qatar et de la Turquie. Pourquoi? Parce qu'Israël est rentré dans la ville de Gaza, n'a pas seulement bombardé, et aussi rentré avec des forces armées à l'intérieur, avec des blindés. C'est-à-dire, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Assouline, la seule solution que l'on peut apporter à Gaza, elle passe par une pression militaire. On a parlé pendant 1 an, depuis janvier 2025, avec le Hamas. On a fait des discussions, des pourparlers, ça ne nous a mené à rien. Ça a juste rallongé le temps que nos frères otages ont passé sous les tunnels de Gaza. J'aimerais juste parler aussi de Efi Feldbaum qui est tombé hier. C'est le 59e habitant de la région de Binyamin, la région dans laquelle j'habite. C'est 5 orphelins de plus. C'est le symbole même des réservistes qui sortent de leur maison, qui vont défendre leur pays, défendre leur famille pour apporter un meilleur avenir à leurs enfants. Et aujourd'hui, on est dans une conception où on est en contenance. C'est-à-dire Israël, maintenant, il sait qu'il y a un cessez-le-feu. On essaie de contenir un peu ce que le Hamas fait. Ce que le Hamas fait, c'est il donne des idées à Satan. C'est simple, c'est satanique, de faire sortir des corps pour les enterrer, pour les refaire sortir aux yeux du monde et personne n'en parle. C'est satanique, il donne des idées à Satan. Et nous, on commence à faire cette contenance. Et cette contenance-là, cette achala, comme on dit en hébreu, elle est dangereuse. Parce qu'en 93, on a eu des morts qui sont tombés, comme on dit, des sacrifices pour la paix, Korbanot HaShalom. Aujourd'hui, on ne veut pas devenir les sacrifices du IMEC, c'est-à-dire du nouveau axe de commerce de Trump. Amir Madran, je vais vous citer un expert qui était dans l'émission de Mathias Inbar il y a quelques heures, Défense Amitassa, que vous connaissez évidemment. Il a dit « En multipliant les provocations, le Hamas pousse Israël à réagir pour ensuite l'accuser de violer le cessez-le-feu ». Est-ce que vous partagez cette opinion? Je dirais plutôt que les deux parties ne respectent pas l'accord de cessez-le-feu au pied de la lettre. Mais, ceci dit, il faut dire qu'Israël fait tout pour continuer cette guerre. Elle n'a pas vraiment envie, ce gouvernement n'a pas vraiment envie de continuer avec cet accord de cessez-le-feu parce qu'il lui a été imposé. Et donc, ce gouvernement essaie de trouver tous les moyens, aussi une artillerie qu'il est en train d'exercer. Et il faut se rappeler que cet accord-là, il est fait de 2 étapes. Alors, normalement, la seconde étape est celle où il y a un retrait des soldats israéliens de la bande de Gaza. Et vous savez, Israël est en train de traîner les pieds avec ça. Elle le fait exprès pour ne pas sortir de là-bas. Et je vais vous raconter un truc. Juste une phrase. C'est pas honnête avec... Non, mais laissez-moi terminer. Le premier point, c'est qu'en 72 heures... Non, mais laissez-moi terminer la phrase. Après, vous avez le droit de répondre. Parlez du deuxième point, mais parlez du premier d'abord. Le premier point, c'est que Hamas donne les otages en 72 heures. Raphaël, en 72 heures, ça fait déjà 2 semaines. 72 heures. Laissez-moi terminer la phrase, après vous dites ce que vous voulez. S'il n'y a pas de soldats israéliens à Gaza, s'il n'y aurait pas des derrière la ligne jaune, non. Il n'y aurait pas de soldats morts. Premier point. Et ce qu'Israël est en train de faire aujourd'hui, c'est en fait une punition. Mais si on n'est pas en Israël, il n'y aura pas de juifs morts. Si on est à la mer, il y aura plus de civils palestiniens à Gaza. Et elle le fait par tous les moyens. Par bombarder et tuer des gens et blesser des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle des terroristes. Et ensuite, tuer et blesser ces gens-là. Le premier point de l'accord. Le premier point de l'accord. Vous êtes sauté au deuxième point. Vous êtes arrivé au deuxième point. Mais le premier point, c'est que Hamas donne tous les otages vivants et morts en 72 heures. Et après, on avance. Ça fait 3 semaines qu'on attend que ces 72 heures se terminent. Donc, il y a quelqu'un qui traîne les pieds pour respecter cet accord. C'est le Hamas qui ne donne pas les otages depuis maintenant 72 heures. Alors qu'ils ont au moins 8 corps où ils savent où ils sont. On va à présent... 9 corps qui ne savent pas où ils sont. On va entamer le deuxième débat de cette émission. Le député La France Insoumise, Raphaël Arnaud, s'en prend à Patrick Jardin, dont la fille est morte au Bataclan. Les explications de Déborah Benayoun, suivies d'un témoignage exclusif de Patrick Jardin. Comme je vous le disais, en France, Raphaël Arnaud s'en est pris à Patrick Jardin. Déborah Benayoun, bonjour, le député de la France Insoumise répondait à un message posté samedi soir. Le dossier a pris des proportions importantes ces dernières heures. On va essayer de faire le tour de l'affaire avec vous.
Bonsoir Raphaël, effectivement. Alors tout a commencé par un tweet de Patrick Jardin qui a été posté samedi soir, dont voici un extrait quelques jours avant le 10e anniversaire de l'attentat du 13 novembre au Bataclan. Voici ce qu'il dit: dans moins d'un mois, cela fera 10 ans que je suis séparé de ma fille Nathalie, assassinée par des islamistes qui sont soit morts, soit incarcérés. Par contre, aucun des politiques auxquels on doit ces attentats, Hollande, Valls, Cazeneuve, Le Drian, n'ont été inquiétés alors qu'ils sont responsables. Vous trouvez cela normal? Et lundi, donc 2 jours plus tard, le député LFI Raphaël Arnaud reprend le message initial pour lui répondre. Il y a eu 2 types de réactions à la suite du Bataclan. Les fascistes qui ont œuvré pour faire monter le racisme islamophobe avec en parallèle un candidat RN qui négocie avec Daesh. Les antifascistes qui ont soutenu ou sont directement partis au Rojava pour combattre Daesh. Raphaël Arnaud fait notamment référence à l'ancien candidat RN Jean-Claude Veillard qui est soupçonné d'être impliqué dans les relations troubles entre l'entreprise Lafarge et l'État islamique. Et ensuite, il y a eu une réaction qui a suscité, cette réaction a suscité la colère d'Éric Zemmour, chef du parti Reconquête. On rappelle que Patrick Jardin a été candidat pour le parti dans la 4e circonscription du Nord. Hier matin, Éric Zemmour a repris le message de Raphaël Arnaud pour réagir à son tour. Ce député milicien fiché S envoyé par Mélenchon à l'Assemblée nationale est en train d'insulter le père d'une victime du Bataclan, Patrick Jardin, derrière la comédie antifasciste, l'inhumanité pure. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'hier soir, Raphaël Arnaud reprend à son tour le message d'Éric Zemmour et y répond. Un simple rappel des faits est une insulte pour les fascistes. Je comprends, on a perdu des gens là-bas sur le terrain face à Daesh, pendant que vous le serviez la soupe en faisant monter l'islamophobie. Suprémacistes religieux ou nationalistes, on va tous vous dézinguer. Et c'est suite à cette dernière phrase que cette fois le Rassemblement national a décidé de réagir en saisissant la justice. Les députés du Rassemblement national ont saisi la procureure de Paris à l'initiative de la porte-parole Laure Lavalette. Merci beaucoup Déborah Benayoun pour toutes ces explications. Et on accueille à présent Patrick Jardin. Bonsoir Patrick Jardin, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes le père de Nathalie Jardin, assassinée par des terroristes le 13 novembre 2015. Oui. Alors comment avez-vous réagi dans un premier temps en découvrant les attaques de Raphaël Arnaud contre vous ? Bah écoutez, moi sur le coup, j'avais même pas découvert ça. C'est suite à un tweet d'Éric Zemmour qui m'a envoyé une copie. C'est comme ça que j'ai découvert ça. J'ai été abasourdi parce que moi, ce député LFiste, je le connais pas. Je sais pas ce qu'il est. Bon, maintenant j'ai étudié un peu son pédigré. C'est pas reluisant apparemment. Il est triplement fiché S par la DGSI, par les services de police, enfin par différents organismes. Apparemment, il fait partie de LFI et donc il a des idées politiques complètement différentes des miennes, mais ça, je ne lui reproche pas. Tout le monde a le droit d'avoir des idées différentes. Maintenant, moi, je ne l'ai jamais insulté. Je ne sais pas pourquoi lui, d'un seul coup, il s'est mis à m'insulter. Bon, mais quand Raphaël Arnaud écrit sur X ensuite, suprémaciste religieux ou nationaliste, on va tous vous dézinguer, vous prenez ça comme une menace de mort? Bah, vous savez, venant d'un type comme ça, faut s'attendre à tout. On peut effectivement penser qu'un jour ou l'autre, si c'est pas lui, que ce soit un de ses collègues qui passe à l'acte. Donc on s'attend à tout. Mais bon, moi, de toute façon, il me fait pas peur parce que le pire m'est déjà arrivé. Donc il peut toujours essayer de venir me dézinguer, qu'il me dézingue. Et ben, si ça lui fait plaisir, il finira sa vie en prison et puis c'est tout, quoi. Quand on consulte... En fait, moi, je pense que c'est un pauvre type, ce gars-là. Quand on consulte les articles sur cette histoire, on a un peu l'impression, depuis Tel Aviv ici, que certains en France essayent d'invisibiliser votre colère. D'un côté, il y aurait les bonnes familles de victimes et les mauvaises familles de victimes. Vous voyez ce que je veux dire ? Savez, oui, tout à fait. Mais si on en juge par les messages que j'ai eus sur Twitter, j'ai eu 9/10 de messages de soutien, des gens qui sont tellement horrifiés par les propos de cet éluberlu et qui me soutiennent à 100%. Donc je me dis que en fait c'est moi qui dois être dans le vrai, c'est pas lui. Alors bon, j'ai pris connaissance de son tweet, je l'ai transféré à mon avocat, qui donnera une suite judiciaire, bien évidemment, parce que je suis pas du tout dans l'esprit de me laisser faire par cet éluberlu. Mais 10 ans après, est-ce que vous avez l'impression que les Français ont un peu oublié ce qui s'était passé le 13 novembre 2015 ?
Oui. Alors, pendant un mois ou deux, là, ils vont y penser parce que, bon, il va y avoir des commémorations, on va en parler à la télé, on va en parler à droite et à gauche. Donc, bien évidemment, on va en parler, donc ça va les réveiller un peu. Mais les gens, ils sont passés à autre chose. Et le drame dans l'histoire, c'est que nos politiques sont passés à autre chose et que si jamais ça devait revenir, eh ben, ça se repasserait de la même façon parce que rien n'a changé. Mais on vous parle ici depuis Tel Aviv. Nous, on a vécu le 7 octobre 2023 aussi. Bien sûr. Est-ce que pour vous, lorsque vous avez vu les images du 7 octobre, vous avez établi un lien direct ou indirect entre ce qui s'est passé au Bataclan et ce qui s'est passé à Nova? Il s'est passé exactement la même chose à Gaza que ce qui s'est passé au Bataclan. Et ce qui s'est passé à Nice, pareil. Merci Ces beaucoup. gens, ils arrivent armés et ils fusillent des gens désarmés qui sont en train de danser ou en train de regarder un feu d'artifice. Bon, je suis désolé, mais il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui fait ça. Alors, on va dire que j'en ai encore à la communauté musulmane, mais force est de constater qu'à chaque fois qu'il y a une horreur de ce style, c'est la communauté musulmane qui est responsable. Les extrêmes, comme le dit Nathanaël Esfahani en plateau. Un des 5 fondements de l'islam, c'est le djihad, c'est la guerre de religion, donc il ne faut pas s'étonner que ça arrive. Une frange extrême. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Jardin, d'avoir accepté notre invitation. À très vite sur A24 News. Avec plaisir. Respect. Au revoir. Merci, au revoir. Raphaël Assouline, je viens directement vers vous. Est-ce que vous partagez l'idéologie et les combats de Raphaël Arnaud? Et est-ce que vous partagez les critiques et les attaques qu'il a prononcées et qu'il a écrites sur Twitter contre Patrick Jardin? La question est posée d'une manière assez particulière. Non, Raphaël Arnaud, j'ai évidemment beaucoup plus d'acquaintance politique avec lui et ses combats qu'avec Éric Zemmour. Il se trouve que par contre, je suis militant antiraciste, juif et fier, et je lutte contre l'antisémitisme. Et toutes les formes de racisme, et en l'occurrence, LFI fait partie du problème depuis un petit moment. En ça, je suis pas. Vous ne verrez pas défendre Raphaël Arnaud ou la France Insoumise sur ce sujet-là. Ensuite, cette situation est très très délicate. Je vais pas commenter la peine d'un père. Je commente par contre le fait que je connais, et nous avons pu voir les témoignages depuis 10 ans de centaines de familles de victimes du Bataclan ou autres qui ont choisi justement la résilience, le courage et de pas tomber dans la haine. Et malheureusement, la fin de l'interview du monsieur tombait dans un racisme et une islamophobie crasse. Et je sais très bien que ceux qui s'en frottent les mains, c'est Éric Zemmour qui l'a justement investi. C'est ceux qui voulaient faire du Bataclan et du 13 novembre une guerre civilisationnelle. Alors qu'il ne s'agit pas d'islam, il ne s'agit pas de musulmans ou autres. Il y a des dizaines de musulmans qui ont été tués à Nice, à Paris. La seule motivation des assaillants au Bataclan à Nice est une motivation djihadiste, donc religieuse. Donc vous pouvez essayer de nous donner des cachets de pas d'amalgame, mais il faut dire les choses comme elles sont. Ces moudjahidines, ces djihadistes-là, ils vont au nom de l'islam. Comme ils le voient, c'est peut-être pas le vrai islam qu'on espérait. Et quand vous convoquez Satan et le peuple d'Amalek pour Gaza, est-ce qu'on doit faire l'amalgame entre les actions criminelles du gouvernement Netanyahou et tout le judaïsme et tout le peuple juif du monde? C'est ça le pas d'amalgame. C'est non à l'essentialisation, et c'est ce que vous faites. Alors, déjà, on ne compare pas ce qu'une armée fait dans le cadre sur un terrain de guerre et ce que fait des assaillants qui vont dans une fête et tuer à l'aveugle n'importe qui dans une aigle aveugle. C'est premièrement. Deuxièmement, même si vous accusez Israël de faire vous reprochez à Israël certains torts, en aucun cas ces torts ont été faits au nom d'un Dieu, au nom d'une religion universelle. Donc c'est soit mal connaître ce que fait Israël, soit mal connaître le judaïsme, ou soit mal connaître ce que font les islamistes. Rachel Bourlier, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Moi, je regarde mon voisin avec beaucoup de tendresse, en fait, même si je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'il parle avec la jeunesse du cœur. Et il a l'âge d'être mon fils. Et je l'entends, et quand je suis arrivée, il m'a dit « Je suis très, très à gauche. » Et
il parle en disant qu'il est donc antiraciste, il a un côté très social quand on l'entend, c'est un idéologue, il a plein d'espoir, et du coup quand je l'écoute, je pense à cette phrase de Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand en 1974, vous n'avez pas le monopole du cœur. Et là c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, tu n'as pas le monopole du cœur. Raphaël Assouline. Et c'est vrai que quand j'entends les propos Raphaël Assouline, de ce qui vient de se passer. J'entends votre positionnement, et c'est vrai que c'est tout le paradoxe et la difficulté, j'imagine, d'être dans cette position, c'est-à-dire d'avoir d'un côté la France insoumise qui aujourd'hui aspire énormément de militants de gauche et qui récupère beaucoup de luttes avec ses députés, et vous prenez un pas de côté avec ça. Donc c'est très intéressant, je pense qu'il faut qu'on va continuer d'en parler après la publicité. Amir Badran, j'aimerais aussi avoir une réaction de vous sur ça. On en parle dans 20 secondes. Ok ? Restez avec nous. À tout de suite.